Une des choses qui a bien fonctionné, et Steve Robertson ce matin en a parlé un peu, en 2007, il a publié un livre qui était très important. Il est arrivé avec cette notion de ne pas se soucier, mais alors qu'on devrait le faire, le should care, don't care, et contrôle. Et c'était très utile quand il a parlé des 4 zones, parce que ce qu'il a fait avec d'autres, bien sûr, il a dit, OK, alors la masculinité, ce n'est pas mauvais, mais il y a différents modèles qui peuvent s'appliquer à la façon dont nous traitons des patients. Donc, c'est un moment très important que Steve a fini. On est allé même plus loin avec cette théorie et on a essayé d'ancrer certains de ces comportements et certaines de ces pratiques pour déterminer à quoi ça pourrait ressembler en fonction du statut socio-économique et différentes cultures, par exemple. Marcus n'a pas pu être ici aujourd'hui. Alison Malik a développé, lui, un index qui est important, encore une fois. Alors, pour nous donner une idée des scripts masculins au Canada, les hommes en fonction d'une maladie donnée. Et je pense que c'est intéressant et j'y reviendrai un peu plus tard à ce sondage en 94 points. On regarde au niveau ontologique et d'autres et à mon avis, c'est important d'en discuter. Alors, je vais vous parler un petit peu plus des méthodes. Alors, ce sur quoi nous travaillons à l'heure actuelle s'appelle les relations entre les genres. Et je pense que ça représente, après 10 ans de travail avec les hommes, j'ai parlé à des hommes, j'ai parlé d'hommes. Et j'essaie de voir tout cela et je me disais, il y a une notion relative, on parle d'une construction des genres, d'une façon de communiquer, comment interagir avec les autres. Donc, on a regardé ce qu'Hassan a fait en 2006 dans un livre qui s'appelle Challenging Hegemonic Masculinity et on a commencé à établir les relations entre les genres. Alors, ce qu'on retrouve ici, d'un côté, vous avez une stratification de la masculinité, complicite, subordonnée et autres, et de l'autre côté, vous avez une féminité accrue et autres. Donc, ça pourrait être des masculinités des deux côtés, ça pourrait être la féminité des deux côtés, on pourrait parler de couple hétérosexuel, on pourrait parler de fils et de filles, on pourrait parler de relations fille-père, père-fils, etc. Et je vais avancer cette notion que c'est construit ici. Donc, nous allons parler de relations entre les genres, entre les sexes. Et Alison s'est penché sur le système juridique australien. Nous l'avons par la suite adapté. Je n'entrerai pas dans les détails parce que je fais une présentation demain après-midi là-dessus, mais nous nous sommes penchés sur des couples où l'homme avait été diagnostiqué ou s'est autodiagnostiqué avec un diagnostic de dépression. Et nous avons interviewé l'homme et la femme séparément et ensuite nous avons combiné les deux pour en arriver à une notion, comment on percevait les genres dans le cas d'une dépression de l'homme par exemple. Dans la gestion se fait souvent à la maison et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de nous pencher sur ce travail. Rapidement, je vous dirais que ce qui nous a frappé, ça a été cette notion de prendre la place de l'autre et parfois des rôles de genre que nous attribuons. Par exemple, la femme va s'occuper de la santé de son mari, va être sa conseillère thérapeutique, mais là, ça va d'une certaine façon changer. On en est donc pu voir des gens, dans une grande majorité des cas, avoir un amour difficile où la femme va essayer d'être surtout autonome pour aider le mari à passer par-dessus sa propre dépression et à bien la gérer. Bon, j'en parlerai davantage demain après-midi si vous êtes intéressés. Les méthodes. Bon, c'est la troisième partie. Je trouvais ça intéressant lorsque nous avons
regarder les différentes méthodes. Il faut s'arrêter à voir s'il s'agit de quelque chose de parallèle ou de séquentiel. Alors, est-ce qu'on répond toujours aux mêmes questions avec un accent qualitatif ou plutôt quantitatif? Est-ce que ça, c'est important? Ou si c'est plutôt séquentiel, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on va répondre à une question avec un focus qualitatif et ensuite, est-ce qu'on va plutôt répondre à d'autres questions de façon quantitative? Alors, si on revient à Merlex et Allison, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire en ce sens-là, mais on devrait peut-être voir ou commencer à regarder comment on peut se pencher là-dessus sur un aspect qualitatif. Donc, je ne suis pas un chercheur qui se penche sur le côté quantitatif, mais je suis quand même frappée par cette notion de variable prévisible. Alors, est-ce que ce qu'on dit être la masculinité adapte une position bien donnée? Parce que je me dis, si je sais cela avant de répondre à la question, j'aurais peut-être une meilleure idée de la façon dont je peux intervenir. Et l'intervention, c'est ce que nous voulons faire en bout de ligne. Autre chose, la masculinité en termes de cueillette de données, le Web 2.0, comment nous pouvons recueillir des données sur Internet, etc. Cette idée que les hommes iront peut-être sur Internet, et nous serons peut-être capables d'intervenir dans certains domaines de la santé, je pense que c'est tout à fait fascinant, c'est nouveau. Je ne crois pas qu'on soit encore à point, mais je pense que c'est un travail en émergence. Rodney va faire une présentation demain. Il fait un travail extraordinaire au niveau des infections transmises sexuellement chez les jeunes et parle d'intervention par Internet et il a fait un travail extraordinaire là-dessus. Autre chose qui a tendance à se produire de plus en plus, l'Institut pour le genre et la santé commence à arranger des études qui se penchent davantage sur le sexe et le genre, épistémologiquement, ontologiquement, et même de s'asseoir dans une pièce avec des gens. C'est assez difficile d'amorcer une telle conversation, mais de plus en plus, c'est ce que l'Institut veut faire. Pour de bonnes raisons, à mon avis. Je crois que ça nous permet de bien décrire le problème. Je crois que idéalement, et ça c'est peut-être une idée ou un concept idéalisé, mais ça permettrait d'intervenir plus rapidement. Et je pense que c'est là qu'on retrouve un peu de pression. Finalement, le modèle de la masculinité en termes de méthode, eh bien, en termes de travail qualitatif, je crois que nous avons réussi à bien décrire les problèmes. C'est fantastique. Il faut décrire les problèmes. Il faut qu'on les décrive très bien pour pouvoir en arriver à une solution et qu'on le fasse en profondeur. Mais à certains niveaux, nous n'avons pas réussi à dériver certaines normes de masculinité ou qu'est-ce que la masculinité hégémonique. On n'en est pas encore tout à fait arrivé là. Donc, il y a un peu de points que nous connaissons, dont nous discutons, et là, on commence à y rajouter les différents contextes. Donc, dans un monde qui est de plus en plus petit, quand on regarde que notre immigration représente plus de 40% à Vancouver à l'heure actuelle, je suis frappée de voir que même quand les pratiques ont l'air d'être les mêmes, cela peut jouer un rôle tout à fait différent en fonction de différents points. On a beaucoup d'Asiatiques, par exemple, et chez eux, on cherche davantage à aider à guérir. Les pratiques qui entourent la santé sont semblables, mais la culture est différente, donc l'intervention sera différemment. La méthode par rapport au programme et au KT, très intéressant comme notion à l'heure actuelle. C'est une étude que nous avons fait avec des pères qui étaient fumeurs. Souvent, on a considéré le tabagisme comme un problème important, surtout chez les femmes enceintes. Mais là, on a regardé cela et on s'est dit, si on veut faire une relation entre genres, qu'est-ce qu'il y en est des hommes? Alors, il faut leur parler de leur tabagisme, parce que si vous avez un conjoint qui fume, vous avez 3 ou 4 fois plus de chances de fumer vous-même et vos enfants auront davantage de chances de commencer à fumer aussi. Donc, tout ça est interrelié. Donc, on intervient avec les femmes, mais on doit
en cas de grossesse, par exemple, mais les hommes, peuvent créer de la fumée secondaire, peuvent influencer le tabagisme de leur partenaire, etc. Donc, nous avons lancé un programme. Pendant 6 ans, on a parlé du problème d'un homme qui fume alors qu'il est père. Il fumait dans la voiture, par exemple. Mais ça va atteindre directement l'enfant s'il fume dans une voiture. Il peut fumer au bureau ou s'il est dans l'industrie de la construction, fumer au travail, etc. Donc, souvent, il continue à fumer. Donc, on a écouté ce qu'ils avaient à dire et on a développé un livret manuel d'intervention qui s'appelle « Au bon moment pour les bonnes raisons ». The right time, the right reasons. Alors, papa décide d'arrêter de fumer. Alors, plutôt que leur dire comment arrêter de fumer, on parle des défis qui sont reliés au fait d'être père et de fumer. Et c'est comme ça qu'on travaille avec ces gens-là. Notre plan était très clair dès le début. Nous voulions faire des interventions, mais nous n'avions pas à en faire. Donc, on a parlé du problème pendant 6 ans. Finalement, on en est arrivé aux interventions. Et là, maintenant, un de nos défis, c'est d'être en mesure d'évaluer l'intervention avec des données. Et ça, c'est difficile, je vous dirais. Donc, j'aimerais entendre des commentaires s'il y a des gens qui l'ont fait et comment ils ont réussi. Parce que on a l'impression que ça va bien aller. Il y a 3 ou 4 provinces qui ont décidé d'aller de l'avant, qui ont payé pour faire imprimer ce document, qui l'utilisent dans le service de santé. Et donc, nous sommes flattés, mais on ne connaît pas quel est l'impact et si ça aide vraiment. Je vais terminer avec des politiques. Alors, il y a un certain intérêt à l'heure actuelle au Canada d'avoir une politique pour la santé des hommes. Les responsables de la santé publique du Canada discutaient avec l'Institut de recherche en santé des hommes et des femmes. Je pense que c'est très important que ce soit une politique assez stricte. Je pense qu'il faut que nous en revenions à ces 3 aspects, le côté empirique, méthodologique et théorique, et qu'on développe davantage cette base de données que nous avons afin d'avoir suffisamment de cas pour qu'on en arrive à une politique. Une politique sans une bonne base de cas ne fonctionnera pas. Il y a des délégués de Hollande d'ailleurs qui ont une certaine expérience dans ce domaine et je pense qu'au Canada, nous devons tirer profit de ces expériences faites à l'étranger pour aller de l'avant et pousser pour qu'on ait une politique. J'aimerais voir du travail, j'aimerais voir des écrits, j'aimerais qu'il y ait davantage de réunions comme celle-ci pour aller de l'avant avec la santé des hommes. Finalement, nous avons un site web. Venez nous visiter. Nous essayons de faire en sorte que vous puissiez télécharger des documents, des articles dans la mesure du possible. Et le manuel sur le tabagisme et les hommes est aussi disponible. Encore une fois, Gilles, merci de m'avoir donné la chance de venir m'adresser à vous. J'ai eu une journée fantastique. J'ai bien hâte aux 2 prochains jours. Merci.